Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Chemin des Passions. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Linda Benmiloud. Elle est la fondatrice de l'Aesthetic Club Paris, un cocon de bien-être dans le 17e arrondissement. Elle s'est formée à plusieurs techniques de massage, dont le drainage lymphatique et la madérothérapie, mais elle est également coaching en nutrition. De directrice de la communication dans le secteur de la mode à la création de l'Aesthetic Club Paris, elle nous parle de sa reconversion professionnelle et de sa vision corps-esprit, entre autres. Linda a été très généreuse durant cette interview, elle s'est beaucoup livrée et elle est d'une authenticité remarquable et assez rare. Je vous laisse apprécier cet échange, découvrir son parcours et j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, nous, on a passé un beau moment et je suis ravie de vous le livrer aujourd'hui. Bonne écoute! Bonjour Linda! Bonjour Rim. Et bienvenue, je suis ravie de te recevoir sur le podcast et de pouvoir échanger sur ton parcours. Donc merci de m'accorder de ton temps précieux. Merci d'avoir pensé à moi surtout. Avec Je suis grande joie. hyper honorée et j'adore faire ça. On est parti parce que je sais qu'il y a plein de choses à découvrir sur toi. Donc on va commencer. J'aimerais bien te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Donc moi, je m'appelle Linda, comme tu l'as dit, j'ai 38 ans. J'ai un cabinet que j'ai appelé Aesthetic Club. Donc au départ, c'était vraiment cette philosophie un peu de la beauté. Et puis au fur et à mesure de mes expériences, de ma vie, j'ai un peu creusé, je me suis formée à d'autres choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, le cabinet voilà, s'appelle Aesthetic Club. Il est situé à Paris, dans le 17e. J'ai fait une reconversion professionnelle en 2020. J'ai été attachée de presse, puis directrice de communication. Et puis par la suite, en 2020, comme à peu près la moitié des gens, je me suis dit que j'avais un peu besoin de faire ce que j'aimais vraiment et que je pense que j'avais plus rien à prouver dans la communication. Et du coup, c'était le moment ou jamais de se lancer. Quand j'ai monté le cabinet, j'avais 34 ans, pas d'enfant, pas de mec. C'était l'opportunité. Donc voilà un peu le topo. On va commencer par un premier chapitre que j'ai trouvé intéressant. Ton sujet, c'est que tu as 23 ans. Et donc à 23 ans, tu as testé pas mal de trucs au niveau des études. Hein. Oui. T'as eu plusieurs diplômes avec une conscience assez intéressante. Arrête-moi si je me trompe, mais à savoir se dire, ok, là je termine, mais ça me plaît pas, je vais faire autre chose, jusqu'à Mhm. ce que tu trouves ce qui te plaise. Ouais, Et ce qui te plaît, c'est la communication. C'est ça. Hein. exactement. Quand j'ai eu mon bac L en 2004. Il y avait un rêve qui m'animait, c'était d'être journaliste reporter de guerre. Et du coup, j'ai commencé mes études après mon bac. J'ai fait une fac d'histoire à Tolbiac pour pouvoir après intégrer une école de journalisme. J'ai fait un stage à Public Sénat. J'ai rencontré un peu, enfin, j'ai compris un peu comment ça fonctionnait, mais j'ai surtout compris que c'est des milieux. Alors peut-être que certains diront non, elle exagère, mais moi, en tout cas, à l'époque, c'était des milieux où si tu n'avais pas de réseau, il se passait rien. Et donc, du coup, c'était très compliqué. Et puis surtout, j'ai aussi pensé à une autre chose. Je me suis dit, Linda, là, c'est ce que tu as envie de faire à l'instant T. Mais est-ce que demain, si tu as une vie de famille, etc., tu es capable de partir dans des zones qui sont potentiellement en guerre et prendre ce risque-là d'avoir une famille que tu laisses, même si c'est ta passion. Et donc, j'ai un peu revu tout ça. Et il y avait une autre chose qui m'animait, alors rien à voir, c'était la communication dans le secteur de la mode. Donc vraiment opposé. Ça me ressemble complètement. J'avais donc une vingtaine d'années. Je cherche des stages en licence communication dans le secteur de la mode. Tout le monde me répond: ah bah désolé, mais vous n'avez pas d'expérience dans la mode. Du coup, on ne peut pas vous prendre en stage. Du coup, je me dis, en fait, comment veulent-ils que j'ai des expériences si personne ne me laisse l'expérience? Donc, j'en ai eu ras-le-bolo et je me suis dit, bah écoute, comme personne veut te donner l'expérience, tu vas aller faire l'expérience. Donc, je me suis mise en auto-entreprise. Ça commençait à se lancer à peu près. Il y avait ce truc d'auto-entrepreneur. Je me suis mise à mon compte, donc ce qui insinuait faire les salons, proposer des services gratuits aux marques. Je n'avais aucun réseau, hein. Je ne connaissais aucune journaliste mode, donc c'est très simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arraché toutes les premières pages des magazines où ça s'appelle l'ours, où il y a toutes les adresses mail et les noms des journalistes. Et puis, ben, je les ai contactés au fur et à mesure. J'ai récupéré comme ça des petites marques qui se lançaient. Ces petites marques étaient contentes, j'essaye de la faire courte, et on parlait de moi. Et donc, du coup, je me suis fait un réseau comme ça. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis, au bout d'un moment, faire tout toute seule, livrer les shoppings dans Paris, relancer les journalistes, rédiger les communiqués, tout. J'ai eu envie, je me suis dit, je pense que je me suis assez créé mon expérience. Donc maintenant, tu reprends tes études. Donc, j'ai refait un master, j'ai repris un master à l'EFAP parce que je voulais avoir une école
pointus qui étaient un peu reconnus dans le milieu. Reconnu sur le marché, ouais, bien sûr. Exactement. Ils ont été OK que j'ai mon activité, à côté, donc ils ont été hyper cool avec moi et à la suite de ça, quand j'ai arrêté mon activité, il y a Angelo Sensini, chez qui je suis restée 3 ans et demi, qui m'a laissé ma chance alors que j'avais du coup aucune expérience dans une boîte, Si, qui m'a dit tu avais une expérience de 5 ans dans une boîte qui s'appelle Sopress que tu as créée à 23 ans. exactement, mais pour moi, je me disais: «Bon, bah, c'est toujours pas connu, en fait. Tu as créé ton truc, mais en fait, personne te C'est connaît». fou parce qu'à cet âge-là, tu sais pas valoriser ton expérience. C'est ça qui est Non, incroyable parce que finalement, aujourd'hui, on sait très bien que cette capacité à déjà à y penser, bah, c'est pas commun. La deuxième, d'avoir cette audace de se lancer, de le créer, de le développer. Et puis on sait ce que c'est de devoir développer un réseau, développer une entreprise, etc. Donc c'est complètement. pas rien en fait. Et de savoir le faire à 23 ans, moi je trouve ça quand même incroyable, hein. Bah, parce qu'en fait, j'en avais tellement marre des refus, qu'à un moment donné, je me suis dit: «Soit tu fais un truc que tu aimes pas, soit tu vas au bout du truc que tu as envie de faire, que tu aimes, mais en revanche, ça va te coûter, il va falloir que tu fasses un truc un peu, hors du commun». Non, mais Et donc du ça coup, aussi, c'est exceptionnel, en fait, Linda. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de se laisser décourager justement par les refus et de venir plutôt douter de soi, de ses capacités, ouais, de sa voix. Enfin, tu vois, c'est un truc qu'on voit tous les jours et on s'entend tous aussi parfois, tu sais, ce chuchotement dans l'oreille qui dit: «Tu tais-toi, ne me parle pas, laisse-moi avancer». non, mais c'est vrai. Après, si tu veux, ce que j'ai pas mentionné, c'est que moi, depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours eu envie. Alors la réussite, elle passe pas que par le travail, mais à l'époque, pour moi, c'était très ça. J'ai été éduquée un peu comme ça. C'était les diplômes et le travail. C'était voilà, c'est dans ma famille, c'est comme ça. Et donc du coup, à 15 ans, quand tu me demandais ce que j'avais envie de faire, c'est l'anecdote que je dis tout le temps, mais moi je disais businesswoman. Je veux gérer plein de dossiers à la fois, mais j'ai envie de réussir. Et donc les gens me disaient ah ok. Et, et en fait, à l'époque, c'était je voulais être en Louboutin, avoir des dossiers sous les bras et rouler en Porsche Cayenne. C'était ça la réussite pour moi. Ça a changé depuis, hein. Ouais, Mais j'imagine, au tu as départ, découvert c'était que le ça. diable s'habille en Prada, c'est pas pour tout le monde. Exactement. J'ai vraiment découvert ça. Angelo m'a laissé ma chance à ce moment-là. Et pour ça, je le remercierai jamais assez parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup appris. J'ai fait des fashion week, et j'ai géré des gros budgets, etc. Gros budget qui m'a amené justement à après être débauchée et puis de rentrer chez l'annonceur et de devenir directrice comme France Benelux d'un grand groupe dans le secteur de l'optique et j'avais 30 ans à ce moment-là. Ok, donc directrice de la communication à 30 ans. On sait que c'est un sacré palier, tu vois, dans une carrière quand tu arrives enfin à avoir Ouais. ce statut de DIRCOM, quoi. Donc, du coup, quelles étaient tes motivations, en fait, vraiment profondes et tes objectifs de réalisation? J'ai jamais eu l'envie de devenir forcément directrice communication, d'être à la tête d'une, tu sais, d'un pôle, et cetera. En revanche, ce que j'avais envie, c'est d'avoir, tous les outils dans mon sac. Et donc en fait, comment je suis arrivée moi directrice communication? Pas parce que j'étais la plus forte du métier ou de l'agence, pas du tout, vraiment loin de là. C'est simplement que moi j'étais dans un bureau italien où on était 4 RP, 2 personnes italiennes et Angelo italien aussi, qu'on avait beaucoup de budget de ce fait italien et que moi, dans ma tête, mais parce que je suis comme ça, je me suis toujours dit: «En fait, c'est juste pas possible d'avoir des clients italiens et d'être en réunion et que ton boss te traduise: "Ah ouais, alors en fait, il a dit ça serait bien qu'on bosse sur ça", et cetera». Il y avait la possibilité de faire des formations, on a un budget et donc du coup, j'ai demandé à la RH, je lui ai dit: «Est-ce que j'ai un budget? Est-ce que je peux en bénéficier?» Elle me dit: «Ouais, OK, pour faire quoi?» Je lui dis: «Voilà, j'aimerais m'inscrire pour des cours d'italien» et donc j'y allais, 2 à 3 fois par semaine à 7 heures du mat avant le travail, chez Berlitz à Opéra et j'apprenais l'italien. C'est pas la langue la plus difficile, donc ça a été simple, mais en tout cas, quand on m'a proposé ce truc, c'est aussi parce ils se sont dit: «Attends, la meuf, bon, j'étais bilingue parce que j'ai eu de la chance, j'ai fait une école privée quand j'étais petite, mais donc en fait, l'italien, c'était vraiment le plus et c'est ce qui m'a ouvert ces portes-là. Mais ce qui m'a challengée vraiment, c'était d'apprendre, apprendre, apprendre. J'avais pas d'objectif forcément à être DIRCOM, pas du tout. Est-ce que tu avais des ambitions? J'avais des ambitions et les ambitions, c'est vrai qu'elles étaient aussi financières. Tu as envie de pouvoir bien gagner ta vie parce que moi, j'aime pas devoir compter. Et à un moment donné, ça passait aussi, ben, par, forcément avoir un statut plus grand, mais j'aurais pu aussi rester attachée de presse toute ma vie et rentrer dans d'autres boîtes et l'expérience aurait fait que j'aurais eu un plus gros salaire. Mais moi, je m'attendais pas à ce qu'on me propose ce poste, pas du tout. Quand elle m'a convoquée pour me dire: «On aimerait te parler d'un truc», je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai fait?» Et en fait, pas Bah, en du fait, tout. tu as gagné une promotion. Exactement. Et du coup, comment dire? C'est que j'ai travaillé pour, mais j'ai pas cherché ça. On est venu me chercher et ça pour moi, c'est enfin, Ça, c'est je intéressant ce que dénigre tu pas le dis. reste, mais ça a encore plus de valeur. Ouais.
C'est intéressant ce que tu dis. On va pouvoir faire ce glissement vers ta reconversion professionnelle, que tu fais comme beaucoup de monde du coup à partir de 2020, quand tout le monde s'est Exactement, retrouvé chez soi à se dire est-ce que j'aime bien ce que je fais ou pas? exactement et surtout, est-ce que je suis indispensable à ma boîte? Est-ce que tu en as vraiment fini? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait un deuil un peu de ta première partie de carrière ou pas? Souvent, quand on s'investit énormément dans ce qu'on fait, même quand on fait une reconversion ou quand on passe à autre chose, est-ce qu'il n'y a pas un lien encore qui te tient à ça ou non, en gros, ça y est, c'était un chapitre et tu n'as aucun problème à dire non, je sais que j'ai fait le tour, que ça m'intéresse plus, j'en garde le meilleur, c'est-à-dire les compétences que j'ai acquises, que je mettrai au service d'autre chose, tu vois? Dans quel état d'esprit t'es? Alors, la seule chose qui me manque, c'est les années qui pourtant elles étaient intenses, mais qui étaient chez Mmh. Angelo, où on était une vraie famille et que parfois alors le métier ne me manque pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ça a bien changé, il y a très peu de médias encore, enfin c'est devenu compliqué et du coup, c'était plus stimulant pour moi, donc je regrette absolument pas ça. Mais en revanche, je regrette l'énergie. L'énergie des filles qui étaient avec moi, l'énergie qu'on avait quand on partait toutes ensemble en Fashion Week. On était une petite équipe et donc on était vraiment, vraiment comme une famille et du coup, c'est ça qui me manque, c'est cette énergie-là. C'est un peu la nostalgie des bons souvenirs. Voilà, mais le rythme intense, les défilés que tu prépares pendant des mois et qui durent 5 minutes, courir des dîners tous les soirs, des trucs non, pas du tout, pas du tout. OK, alors on va commencer à parler de ce wellness club que tu as créé, qui s'appelle Ouais, Esthétique Club Paris. Bon, déjà, quelle histoire derrière le nom de ta marque? ouais. Et quelle est la philosophie? Alors, l'histoire derrière le nom de ma marque, c'est que moi, j'aime beaucoup les jolies choses, mais surtout dans le domaine du wellness, les belles photos, les beaux corps, ce genre de choses. J'aime le corps, je trouve que la femme est incroyable et j'aime tout cet aspect autour du bien-être, que ce soit corporel ou, hem, ou mindset, enfin, cérébral. Du coup, à esthétique, il y avait aussi un côté où j'avais pas du tout envie de forcément parler de l'esthétique à proprement parler, c'est-à-dire des soins de beauté, des soins, comment dire? Comment expliquer ça? Des soins, forcément, tu sais, genre le spa minceur, perte de poids, truc, c'était pas du tout ça et surtout un truc tout banal. J'adore la façon dont est écrit Aesthetic Club. Le A, le E, le S, le T. J'adorais comment ça rendait. Parfois, c'est très simple. Ah vraiment et c'est comme ça que ça a commencé. Il y avait pas une grosse, grosse philosophie derrière, si ce n'est, vraiment tout ce qui a trait au beau. C'est très simple, mais voilà. Pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi ta définition du beau? Alors moi, c'est pas forcément, sur le corps, c'est plus sur la lumière, la façon dont, comment par exemple, sur une photo, je suis très sensible aux photos, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que depuis petite, je dévore la presse mode notamment. Alors c'est pas la meilleure dans le sens où il y a beaucoup de corps qui sont très minces, trop maigres et cetera. Mais j'ai une vraie admiration pour la façon dont les photographes, parfois, font poser les femmes, les hommes, la lumière, ce jeu de lumière, l'endroit où ça se passe, et cetera. Donc c'est pas forcément une silhouette ou un corps, c'est plus toute l'énergie c'est plus toute l'énergie qu'il y a autour et le contexte dans lequel c'est fait. Mais c'est vrai que, j'adore les photos, par exemple, de très focus sur une partie du corps. Mais peu importe le corps, hein. Je suis pas en train de dire: «Il faut que les fesses soient bombées» et cetera. Peu importe le corps. C'est vraiment plus la façon dont on le met en valeur et la lumière. J'ai un vrai truc avec la lumière et l'énergie qui se découle. Moi, j'ai eu la chance de masser une mannequin qui a pas des tailles conventionnelles, on va dire et elle est tellement belle, tellement, même en photo quand tu la vois, elle renvoie à quelque chose d'incroyable et tout ça, bah, c'est la mise en valeur. Il y a sa beauté à elle, mais il y a aussi la mise en valeur du photographe, la lumière, l'énergie qu'elle dégage et cetera. Donc le beau, pour moi, c'est ça. C'est l'énergie, en fait. Au moins, c'est clair. Derrière l'Esthétique Club Paris, c'est quoi la philosophie? Parce que concrètement, tu as vraiment un rapport, global, corps, esprit, il y a Ouais. l'alimentation, enfin, on va y revenir après, hein, sur ta formation, mais du coup, tu avais déjà tous ces pendants en tête, enfin, tu as créé, ce concept? Les pendants que j'avais en tête, c'était le corps et l'esprit vraiment, parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai traversé. J'ai été à un poids, dans ma vingtaine qui me convenait pas. J'ai perdu, des kilos avec l'aide d'une diététicienne. Je me suis retrouvée. J'ai eu accès au sport qui m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit: «Mais attends, en fait, on peut pas, dissocier le corps de l'esprit. Ça fonctionne ensemble et c'est trop important» et la philosophie autour d'Aesthetic Club aujourd'hui, c'est la façon dont on se focus sur notre corps, parce que j'en vois beaucoup aujourd'hui qui ont des petits complexes, à droite, à gauche, mais on est des femmes et je l'entends très bien. Mais parfois, ça vient de plus loin.
quand tu creuses, il y a des choses que, alors j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir, mais quand tu leur parles, t'as des parents qui ont pu être un peu durs dans les mots, t'as des conjoints qui peuvent être parfois violents, brutaux, que ce soit dans les mots mais aussi physiquement. Et en fait, tu te rends compte que tout ça, si tu travailles pas l'esprit, tu ne pourras pas aller bien dans ton corps et vice versa. Et c'est vraiment ce que je veux communiquer à travers Aesthetic Club. C'est qu'il faut absolument, la santé mentale pour moi c'est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand elles viennent au cabinet, souvent, j'entends: «Ah là là, j'adore ton massage» et je lui dis: «Mais parce qu'en fait, ça va bien au-delà. On discute, on a un échange et donc du coup, je suis pas une masseuse extraordinaire. Non, C'est juste alors qu'en fait, il y a un excusez-moi, c'est le échange». moment. Non, alors, pardon, c'est le moment où je suis obligée de la couper parce que moi, je me fais masser par Linda. Donc moi, je peux vous dire que si Linda, elle a des mains pleines d'amour et que ça se sent, quoi. T'as des mains assez incroyables, mais je reste persuadée dans le ressenti qu'il y a l'intention que tu mets dans tes mains qui est d'une efficacité aussi incroyable. Moi, tu sais, on me l'a souvent reproché, je parle dans le perso, notamment, je pense à 2 personnes qui étaient des hommes. Heu, on m'a souvent reproché: «Ouais, mais toi, de toute façon, tu fais toujours en sorte de t'entendre avec tout le monde, c'est pas ça la vie et tout». Mais en fait, moi, j'aime profondément les gens. J'aime les gens. Après, je suis pas, bénie oui-oui et il y a des gens avec qui je m'entends pas et il y a des gens avec qui j'ai pas d'affinité et il y a des gens que je ne sens pas. Mais au premier rapport, j'aime faire du bien aux gens. Quand les gens sortent et me disent: «Tu peux pas savoir à quel point je me sens bien», mais pour moi, j'ai tout gagné. Je passe une super journée. Donc en fait, c'est pour ça que je pense, tu dis les mains remplies d'amour, mais parce que je masse comme j'aimerais qu'on me masse, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc du coup, bah, je m'efforce de donner le meilleur. Oui, bah, ça marche bien. Enfin, en tout cas, moi, je confirme que ça Ah marche bien. merci. Bah, Voilà, merci. c'était la parenthèse témoignage. Merci beaucoup, je prends. C'est cadeau. Merci beaucoup. Justement, maintenant qu'on a commencé à introduire le haut massage, est-ce qu'on peut se parler de tes formations? Parce que toi, tu te formes Oui. beaucoup. Donc, est-ce que tu peux nous parler des différentes formations que tu as faites, par lesquelles tu as commencé? Ce que tu as gardé, du coup, ce que tu offres aujourd'hui comme service? Parce que tu as le drainage lymphatique, mais quel type de drainage? À chaque fois, je me trompe, mais c'est la madérothérapie, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, la madérothérapie. Et tu t'es aussi formée à la micronutrition dans une Ouais. école réputée, donc qui est l'Institut de la nutrition intégrative. Je commence par, vraiment du coup, l'esthétique à proprement dit et je commence par le palpé roulé classique Ok. parce que, je commence à avoir des clientes dont la problématique qu'on connaît toutes et qu'à un moment donné où on se pose toute la question, la fameuse cellulite, et donc du coup, je commence par ça. Après, je réalise que c'est pas vraiment ce qui me plaît le plus, en fait. J'ai pas forcément envie de me concentrer sur la cellulite. Mm. J'apprends au fur et à mesure de mes lectures et de mes formations après que, en fait, ben, d'abord, c'est génétique. Donc il y a des filles qui font 50 kilos qui en ont, il y a des filles qui font 80 kilos qui en auront jamais et donc c'est comme ça. Que aussi ça a un il y a un aspect qu'on doit pas négliger, c'est qu'en fait, nous, de base, on a été créés pour enfanter. Je suis désolée pour Mm. celles qui n'aiment pas nous mettre que dans cette case, mais la réalité biologique, physiologique, c'est ça. Et donc, ce gras, il est là de base pour ça, pour pouvoir procréer, etc. Donc, il est nécessaire. Après, bien sûr, il y a des excès, etc. On le sait tout, on connaît quand on dépasse et compagnie, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je commence par ça. Ça finit par, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Donc après, je m'oriente aussi parce qu'il y avait un aspect tendance à ce moment-là, mais parce que je me renseigne à côté par le drainage lymphatique. Je me forme avec une personne qui est infirmière et qui est brésilienne. Je me forme aussi une partie, mais vraiment à tâtons au Brésil quand je pars en voyage. Mais parce que là-bas, c'est quelque chose, c'est monnaie courante. Le drainage lymphatique au Brésil, elles le font hyper régulièrement, c'est ce qui permet de les entretenir. Et elles voient effectivement des résultats parce on est souvent sujette à la rétention d'eau et tu dégonfles. Donc, tu vois un aspect aussi sur le corps. De là à ce qu'on perde de taille, faut pas rêver non plus, faut être un peu lucide, voilà. Il y a plein de choses aussi à faire à côté. Mais je me forme ensuite au drainage lymphatique avec cette femme qui m'apprend plein de choses sur le corps humain et je continue aussi à côté à avoir des lectures à ce sujet-là parce que c'est pas un massage esthétique pour le coup. Faut prendre ça quand même avec des pincettes, c'est un massage santé. Faut bien faire attention de qui on masse, comment on le fait. On touche quand même à la lymphe. C'est pas n'importe quoi et donc faut pas le faire n'importe comment. Donc cette formation, elle dure plusieurs jours. Je suis toujours en contact avec cette femme qui est géniale, qui s'appelle Fran et qui m'a appris donc beaucoup de choses. Donc ensuite, je fais ça. Là, du coup, je touche vraiment à tout le corps.
Et puis je découvre, toujours parce que pareil, j'ai quand même une passion pour le corps et le côté sculpter et faire du bien, comment dire, de faire du bien aussi à la peau. Je me forme en madérothérapie, qui là vient d'Amérique du Sud avec des instruments en bois. On va dire que c'est un drainage plus profond, mais qui vient aussi quand même stimuler tous les fibroblastes de la peau, qui va donc stimuler le collagène naturel qu'on a en nous, pour venir au fur et à mesure des séances pouvoir retendre la peau, travailler aussi sur la récupération musculaire et évidemment un drainage un peu plus profond et complet. Si je comprends bien, contrairement au drainage lymphatique, ça a plus un impact sur, en fait, sur Oui, l'aspect de la peau. exactement. Il est plus profond. C'est quand même plus profond. On utilise des instruments en bois, ça va un peu plus loin que les mains. Il y a des zones qui font mal, parce qu'il y a des zones où on stocke et c'est pas hyper agréable. Mais sinon, il y a une sensation de relâchement et de légèreté après qui est pas mal. Mais je te ferai essayer. Ouais, je te fais confiance. C'est parce que c'est Donc, toi. t'inquiète pas. Et après, bon, je vais pas les faire tous. J'ai eu envie de me former aussi parce que je trouvais que c'était important quand même à un moment donné quand tu touches le corps. On a été beaucoup quand même en 2020 à tous se reconvertir dans le bien-être. Sauf que bon, toucher des corps quand tu connais pas, moi je demande toujours les antécédents des gens, mais quand tu connais pas forcément les antécédents des gens, c'est bien d'approfondir quand même le corps humain. Donc je me suis formée en anatomie et physio avec une kiné, juste pour connaître un peu les muscles, les os, etc. C'était important. Et puis, j'avais grave envie de m'occuper de la femme dans toutes les périodes de sa vie. Donc je me suis formée, qui n'a rien à voir avec l'esthétique du coup, pour le coup. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la prise en charge vraiment globale. Je me suis formée en acupression, en fertilité, en ménopause, postpartum, SOPK et endométriose, pour soulager en tout cas ces maux-là. Il n'y a rien de miraculeux, mais c'est juste aussi pareil, des outils dans lesquels on peut aider ces femmes qui sont en train de traverser ces étapes-là ou qui ont ces pathologies-là. Quand tu dis je me suis formée, c'est sur quels aspects en fait? Il y a des massages spécifiques, il y Alors, a des sur le sujet en lui-même, c'était quoi? il y a un massage fertilité où il y a une alliance d'énergétique et de médecine chinoise. Et l'acupression fertilité, c'est vraiment sur des points d'acupuncture en médecine chinoise, sauf que tu les fais avec de la digitopression, donc avec les doigts. Et donc, c'est vraiment sur des méridiens de médecine chinoise, en revanche. Donc, c'est assez, comment dire, profond. Et je me suis formée, évidemment, au massage femme enceinte. En fait, toutes les formations que j'ai faites, c'est qu'à un moment donné, de près ou de loin, ça me parlait à moi, mais pour moi, en perso, j'aurais aimé pouvoir trouver des praticiennes qui me faisaient ça à des tarifs accessibles. Je précise parce qu'on en reviendra sûrement, mais parce que le wellness pour moi aujourd'hui, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Après je me suis formée aussi en nutrition. J'ai fait une école pendant 1 an à distance, qui est une école basée aux États-Unis, qui est the Institute of Integrative Nutrition. Donc c'était surtout pour apprendre le coaching de façon holistique, donc où on voyait vraiment tous les aspects, du mental jusqu'au physique. Et puis en parallèle, après, j'ai fait 3 autres formations, une en micronutrition, sur des tests, sur la possibilité d'apprendre des tests fonctionnels, le test de cheveux, pour voir un peu les carences en minéraux, qui peut en dire beaucoup plus qu'un simple test, un simple bilan sanguin. Je trouve qu'en corrélation, c'est hyper intéressant. Et plein d'autres tests que sinon ça va durer des heures, mais voilà. Et ensuite, vraiment en nutrition, j'ai fait une formation en nutrition sportive avec une diététicienne incroyable qui s'appelle Cécile Giornelli, qui elle s'occupe surtout des sports de combat. Mais donc, elle m'a appris à faire un plan alimentaire, elle m'a appris à calculer un métabolisme de base, elle m'a appris à calculer un niveau d'activité physique et une dépense énergétique journalière pour avoir un plan précis et adapté à chaque être humain et pas juste un régime comme ça lancé à la volée. Et une autre formation en nutrition pour vraiment avoir les bases qui s'apparentent aux cours qu'on a en BTS diététique. Et combien de formations ces 3 dernières années? Je sais pas, mais moi, en fait, il faut que je me calme parce que j'ai aussi un syndrome de l'imposteur qui fait que j'ai jamais l'impression de savoir assez, alors qu'en fait, comme dit ma psy: «Vous en savez suffisamment Linda, vous pouvez vous lancer». Mais en fait, moi, faut quand même savoir, là je parle du syndrome de l'imposteur, mais il y a aussi un truc de personnalité. J'adore Apprendre. apprendre, voilà, c'est ma passion. Moi, ça me nourrit, donc en fait, aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. C'est comme ça. Bon, alors maintenant qu'on a appelé le chat, on Ouais, va commencer, on va enchaîner sur justement la nutrition. Est-ce que tu donnes des consultations? oui, j'ai appelé ça Dietia, donc by Aesthetic Club. Et Dietia, en fait, c'est le nom en latin pour dire un peu style de vie, lifestyle, en fait. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qui résonnait bien pour moi. Et aujourd'hui, je propose les consultations, que ce soit pour faire un point, comment dire,
global, pas forcément pour de la perte de poids et c'est vrai qu'en majeure partie pour de la perte de poids. C'est pour ça on vient aujourd'hui me poser des questions, parce que moi-même là, je viens de perdre 14 kilogrammes en changeant mon alimentation. Ça faisait 19 mois, hein, qu'il était temps que je m'y mette. Honnêtement, moi, pour le coup, je ne force personne à ça, encore une fois. Si on est bien dans son corps, il faut qu'on reste tel qu'on est. Moi, je n'étais absolument pas bien, ni dans mon corps, ni dans ma tête et c'était nécessaire. Mais en tout cas, voilà, oui, je fais les consultations depuis peu. Très bien. Et donc, tu fais des accompagnements aussi? Ah, c'est la façon dont j'ai envie de travailler, c'est que vraiment je le vois. Il y a une première consultation où on fait vraiment un bilan. Les gens reçoivent un questionnaire qui est assez, profond, il fait 3 pages, où on demande aussi les antécédents médicaux de la maman, du papa, la qualité du sommeil, la qualité, le du stress, s'il y a des allergies quelconques et cetera. Donc on fait vraiment un gros travail d'introspection, enfin d'introspection, un vrai bilan et ensuite on a une consultation d'1 heure qui peut se faire en visio ou en physique. Souvent ça se passe en visio, ça arrange les gens et après ça, au bout d'une semaine, je fais le plan alimentaire qui est envoyé avec aussi des conseils en micronutrition sur la base de ce que vous m'avez dit et si vraiment, je vois qu'il y a des choses parce qu'on peut pas, supplémenter les gens comme ça, là je demande d'aller voir son médecin traitant, de faire un bilan sanguin et de voir s'il y a, des carences avant de supplémenter les gens en vitamine D, en zinc ou ce genre de choses parce que parfois c'est pas nécessaire et au-delà de ça. Donc vraiment quand même avoir le support de son médecin. Je comprends que ce soit un coût, hein. J'entends très bien qu'à un moment donné, on a envie de choisir, mais honnêtement, moi, je suis toujours, j'ai pas honte de le dire, j'ai traversé un burn-out récemment. Ça a été, diagnostiqué par un psychiatre, par ma psy et cetera. Je suis traitée, mais en parallèle de ça, j'avais fait un test de cheveux qui clairement, quand tu reviens et quand il est revenu avec les résultats, j'étais carencée en zinc, en magnésium, en je sais même plus, en sodium, en potassium et en fait, tout ça, quand tu apprends à lire ces examens-là, c'est carrément les prémices du burn-out, en fait, tu es en plein dedans. Quelle est ton hygiène de vie? Alors, mon hygiène de vie, on va pas se mentir, avant que je sois enceinte, c'était et avant que j'aie un mec, accessoirement également. Je précise parce que vraiment ça change quand même tout dans la vie, on va pas se mentir. Quand j'étais donc célibataire, j'allais au sport 5 fois par semaine, je mangeais hyper bien, je me levais à 6 heures du matin et Fraîche yallah! comme une rose. Et je me couchais à 21 heures et ça faisait chier personne. Ensuite, j'ai eu un mec. Et donc là, tu peux pas vraiment lui dire: «Je vais au sport à 21 heures, je rentre à 23, on se voit entre 23 et minuit», ça existe pas. En fait, le mec, au bout d'un moment, en a marre de toi. Et surtout, quand tu commences à manger, enfin, du riz de chou-fleur avec des œufs, des aiguillettes de poulet et tout, il te regarde un peu genre: «C'est Où mignon, hein, sont c'est les sympa, mais patates? voilà, on veut des pommes de terre, on se ferait pas un petit McDo?» et en fait, tu sombres lentement mais sûrement vers une hygiène de vie pourrie. Je je Au lieu d'arriver à le traîner vers une hygiène de vie, J'ai essayé, ça a été compliqué. Là, on y arrive un peu, mais parfois ça a été compliqué. Mais bon, après, il y a aussi mon bon vouloir, hein. Je me suis laissée traîner, enfin, il y a pas c'est pas lui qui m'a diabolisée. Donc ça, c'était mon hygiène de vie. J'allais 5 fois par semaine au sport par plaisir. Attention, c'est pas genre j'étais une, folle, hystérique. Ça me faisait du bien et quand je n'avais pas envie, je n'y allais pas. En tout cas, ça me permettait d'avoir une stabilité et mentale et physique et puis je mangeais pour le coup, je mangeais bien, mais quand j'avais envie de me faire des kiffs, je me faisais des kiffs. Ensuite, je suis tombée enceinte enfin, j'ai rencontré mon mec, je suis tombée enceinte, quelques années après et là, vraiment enceinte, alors là, je me suis dit: «Je t'explique. Personne va me saouler avec, la bouffe, je fais ce que je veux». J'ai été malade les premiers mois et donc du coup, j'ai décidé de me faire plaisir. Bon, les plaisirs ont fait que j'ai pris 17 kilogrammes, sauf que quand ton être humain n'est plus dans ton ventre, les 17 C'est kilogrammes cadeau. sont un peu plus difficiles à digérer. Et après ça, bon, moi, j'ai fait, on va dire que je suis complètement dépressive, mais j'ai fait une grosse dépression postpartum. Donc du coup, j'ai pas pu me remettre, c'était compliqué de me remettre, comme ça dedans. Mais en tout cas, mon rythme de vie à ce moment-là, donc a été, voilà, j'ai pas du tout bien mangé. Tout, comment tu as fait ta reprise en main? Bah, en fait, j'ai eu le déclencheur quand même au mois de juillet, je commençais vraiment à me sentir, très mal et là, je me suis dit: «Linda, à un moment donné, il faut que tu te mettes un coup de pied aux fesses» et donc le 1er juillet, j'ai commencé, tout un rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai réincorporé beaucoup plus de légumes, dans mes repas. Je me suis faite à manger tous les midis pour aller au travail, enfin, j'ai préparé mes repas. Du coup, je ne commande plus. Gros gain pour mon portefeuille, mais aussi, bah, du coup, pour mon physique parce que tu sais ce que tu manges, tu sais ce que tu mets dedans, tu as les apports qu'il faut et donc en fait aujourd'hui, ça m'a fait perdre 14 kilogrammes. Et le sport?
Et le sport, on s'est mis d'accord avec, mon conjoint et donc du coup, j'y vais le matin. Alors oui, j'y vais très tôt, mais moi, c'est ce qui me fait du bien. Tu Donc du j'y vais matin, le toi? sam ouais, je suis grave du matin. Parce qu'en fait, il y a personne et que c'est un rêve. Il y a pas de brouhaha, tu es pas sollicité, donc ça, c'est vraiment un rêve. Donc du coup, j'y vais le samedi matin et le dimanche matin. Et là, pour l'instant, j'ai repris que 2 fois par semaine, mais c'est déjà bien. Ça fait 3 ans maintenant, c'est ça? Que tu as créé, Ça fait 4 ans que j'ai 4 ans? créé Aesthetic Club. Ouais. J'ai envie de te demander quels sont les grands apprentissages qui ont croisé ton chemin sur ces 4 dernières années de création? Qu'il faut savoir dire quand ça va pas, qu'il faut arrêter de se prendre pour une warrior et de croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Parce qu'on entend souvent que l'entrepreneuriat, c'est hyper simple, qu'à un moment donné, on peut tout déléguer et qu'on gagne énormément sans rien faire. C'est faux et archi faux. Tellement. Heu, en tant que j'aime pas trop rentrer là-dedans, mais c'est la vérité, le côté aussi, mum boss de tu es mère de famille, mais tu peux tout gérer. Le sport, le taf, ton bébé, ta vie de couple, tout. Non, c'est pas vrai. Il y a un truc qui va nécessiter des priorités et donc il faut que tu choisisses quelles sont tes priorités en accord avec ton couple. J'ai aussi appris de lâcher prise. C'est très dur encore pour moi, mais voilà, quand ça roule pas, il faut laisser couler un temps et puis, se remettre, se jamais lâcher, mais en tout cas, lâcher prise et savoir faire, une pause de temps en temps parce que sinon on se noie et c'est contre-productif, en fait. Et comment tu te projettes du coup avec ton entreprise, dans les prochains mois, prochaines années, je ne sais pas? Moi, j'ai un rêve, c'est de faire de la radio, d'avoir des chroniques et de pouvoir, parler de ça toute la journée, de continuer de faire du bien aux gens, surtout à travers la nutrition et les massages, en complément vraiment parce que je trouve que c'est hyper complémentaire et pourquoi pas d'avoir un grand lieu. Ça, c'est mon rêve ultime. Un grand lieu où il y aurait la possibilité d'avoir un café, d'avoir, les cabines de soins, au rez-de-chaussée et d'allier aussi avec le sport, mais des sports pas forcément, intenses comme on peut voir en ce moment et cetera. Juste revenir aux basiques, se faire du bien et avoir un temps, pour soi. Ça, c'est mon rêve. Et tes ambitions personnelles? Mes ambitions personnelles, c'est vraiment de réussir à m'apaiser, de réussir à voir, tout ce que j'ai fait, ces dernières années et de pas croire que tout est toujours normal et que tout le monde peut le faire. D'accepter ça, en fait et de réussir à pouvoir, c'est un peu une phrase bateau, mais moi, ça me tient vraiment à cœur, de pouvoir mettre un peu mes proches à l'abri et de pouvoir prendre vraiment soin d'eux et pour le coup, de pouvoir faire, comment dire? D'irradier un peu la santé partout, mais à travers la nourriture et tout, pas être là en train de leur courir derrière avec des médocs, les bilans sanguins et tout. Juste de pouvoir leur faire du bien Mmh. et prendre soin d'eux de la bonne façon. Alors, j'entends beaucoup prendre soin des autres, prendre soin des biens, prendre soin des proches et Linda, tu prends soin de toi aussi, hein? Ah ben moi, je prends soin de moi maintenant. J'ai mis un petit temps. J'avais la psy, pendant des années, mais c'était pas suffisant. J'avais besoin de me réapproprier mon corps aussi et ça passe par ça. Donc là, je suis dedans. Combien de temps ça va durer? Je l'espère, relativement longtemps et de retrouver ce rythme. Mais en tout cas, pour l'instant, oui, évidemment et de toute façon, me faire du bien va être nécessaire pour que je prenne soin des autres. Donc évidemment que ça passe par ça. Et tu te nourris aussi de ça. En fait, prendre soin des autres, ça te fait du bien, si je Ah bah, m'abuse, c'est non? très égoïste. Moi, je dis toujours que c'est très égoïste, en fait. Parce que moi, je me nourris de ça aujourd'hui. Donc, les gens disent: «Oh là là, comment tu peux faire et tout?» mais moi, ça me nourrit au quotidien. Moi, vraiment, je le dis, les retours me nourrissent. Donc c'est peut-être très égocentrique, mais c'est une réalité. En même temps, si tout le monde pouvait être égoïste comme toi, le monde se porterait mieux, hein, si je peux me permettre, hein. C'est Moi, trop je veux mignon, bien. c'est trop gentil. On arrive à la fin du podcast. Ça, je l'ai gardé pour la fin. Quand j'ai fait mes recherches à ton sujet, j'ai Ouais, appris que Nelson Mandela avait un message pour nous tous. ouais, C'est véridique. Et du coup, Linda, tu as un message de la part de Nelson Mandela pour les personnes qui nous écoutent. j'ai un message de la part de Nelson Mandela pour toutes les personnes qui nous écoutent. De son Quand vivant, hein, je j'avais précise, hein, sinon on a déjà perdu la moitié des gens. heu, non, mais quand j'avais 8 ans, j'ai eu la chance de le croiser parce que j'ai un papa qui travaillait à l'UNESCO. Et j'ai eu cette chance qu'il me prenne dans ses bras et me dise: «Tu diras à tous les enfants du monde que je les aime» et cette phrase, elle a toujours résonné. Ce qui s'est passé dans ma vie ce jour-là est incroyable. Je ne mesurais absolument pas qui était cette personne à cette époque-là, on va pas se mentir et donc voilà, donc c'est une vraie phrase qu'il m'a dite et je la transmets aujourd'hui, à vous tous. Eh ben, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci On Aurélie arrive à de la fin du m'avoir, podcast.
Merci vraiment de m'avoir offert cette opportunité. J'adore faire cet exercice. Je sais que je parle beaucoup trop, donc donc voilà, mais merci. J'ai été ravie. Moi, je te remercie de t'être ouverte. Enfin, t'es nature et t'es totalement authentique et sincère dans chacune de tes réponses. Ça s'entend et je pense que les personnes qui nous écoutent aussi. Donc, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, de t'être livrée à cet exercice qui n'est pas toujours simple. Merci à toi. Donc, voilà, merci beaucoup pour ton temps. Voilà. À bientôt. Merci d'avoir écouté Le Chemin des Passions. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager le podcast autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Merci et à bientôt.